Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Nous sommes heureux de vous retrouver dans La France Libre. Nous sommes aujourd'hui le 9 juillet 2021. La France Libre, l'émission du Conseil national de transition. Tout de suite, l'information avec Philippe et Bruno. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Voilà. Alors, je vais commencer par vous dire que nous sommes vendredi, donc 9 juillet, et que nous sommes maintenant arrivés au 206e jour de détention provisoire de Éric Fiorilde, notre fondateur, et qui en fait est en détention provisoire, mais c'est du provisoire qui commence à durer, parce que ça fait déjà plus de 6 mois. Et on ne sait toujours pas comment ni quand il va pouvoir sortir. Alors, vous savez aussi que la France, tout au moins la République française, a été plusieurs fois rappelée à l'ordre par la Cour européenne des droits de l'homme sur les durées excessives de détention provisoire et aussi des délais excessifs de jugement au niveau de la justice française, la lenteur de la justice qui, évidemment, comme tout le monde le sait, manque de moyens financiers et autres. Alors, le problème, c'est qu'en France, on libère par contre beaucoup plus vite des racailles, des gens qui tapent dessus, qui se tapent dessus. Là, tout ça, c'est moins grave que le domaine financier ou le domaine de la liberté d'expression. Donc, il vaut mieux taper sur quelqu'un, il vaut mieux des coups et blessures, plutôt que d'avoir des idées et de les exprimer. Et ça, dans le pays de Voltaire, c'est quand même inadmissible. On est vraiment maintenant en France dans un système de dictature larvée où il ne fait pas bon avoir une opinion qui n'est pas la même que la pensée unique qui est diffusée dans tous les médias. Des prisonniers politiques, il y en a donc en France, le premier étant Éric Fiorilde, mais il y en a d'autres comme le professeur Fourtillan qui a eu le tort de proposer des méthodes de soins qui ne sont pas reconnues, et puis d'autres que certains connaissent aussi bien au niveau du CNT qu'ailleurs. Et on pourrait en faire une longue liste parce que chaque jour, on voit la liberté d'expression se restreindre de plus en plus. Et je peux citer quelqu'un qui n'est pas toujours aimé par les gens du CNT ou d'ailleurs, parce qu'il est très clivant dans ses opinions. Il ne dit pas toujours ce que la majorité de la population pense. Et d'ailleurs, il a été souvent, des fois, condamné pour ça. Mais n'empêche qu'il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Et comme Voltaire l'a dit, il faut que chacun puisse s'exprimer. Et je veux parler d'Éric Zemmour. Et Éric Zemmour, quoi qu'on pense de lui, il y a quelques jours, le 6, il a dit des choses extrêmement nettes et claires sur ce qui se passe actuellement dans cette fameuse pandémie. Donc Sylvain, je crois que tu as le
tu as l'extrait, on est prêt à l'écouter. Est-ce que vous savez combien il y a eu de morts du Covid de moins de 50 ans? 1193. Est-ce que vous savez combien de morts de moins de 20 ans? 15. Donc, si vous voulez, la proportionnalité entre le vaccin obligatoire pour les enfants et pour les jeunes. Quelles sont vos sources? Santé publique France? Les sources officielles, moi, vous savez, voilà, c'est simple, j'ai regardé les tableaux, etc. C'est très intéressant, ces chiffres-là. Ça prouve qu'en vérité, les jeunes ne sont absolument pas concernés par le Covid, quels que soient ses variants. La cacophonie gouvernementale. Un jour, un ministre nous dit « on va tous vacciner obligatoire ». Le lendemain, on se rappelle que le président lui-même avait dit « mais pas du tout, il ne sera jamais obligatoire », ce qui tendra à prouver qu'il sera vite bientôt obligatoire. On a les ministres qui s'étripent, c'est n'importe quoi, j'allais dire comme d'habitude. On a eu le n'importe quoi pour les masques, on a eu le n'importe quoi pour les tests, on a eu le n'importe quoi pour la vaccination. Je vous rappelle qu'on n'est qu'à 30% de personnes vaccinées, alors que les Anglais sont à 50% et que les Israéliens sont à 80%. Vous voyez, et que même les Allemands sont à 40%, alors qu'ils étaient dans le même cadre que nous. Donc tout ça réuni, je trouve que là, il faut quand même être sérieux. Il faut quand même se poser des questions sur qu'est-ce que signifie aujourd'hui la liberté? On est censé défendre un régime de liberté, libéral, au sens profond du terme, pas seulement de l'économie de marché, mais de la liberté individuelle, de la liberté de penser, de la liberté d'action. Or, depuis un an, on s'est calqué sur un régime totalitaire sanguinaire, qui est la Chine. On ne se pose jamais de questions. Je vous l'ai déjà dit ici, je pense que si la Chine n'avait pas confiné, personne n'aurait osé confiner. Voilà, petit extrait que l'on vient de voir. Et oui, et oui, et oui. Et ce sont des choses que, il y a quelques mois, on n'entendait pas sur les médias officiels. Donc c'est bien la preuve que les esprits commencent à s'éveiller. Quoi qu'on pense du personnage d'Éric Zemmour. Hein. Oui, c'est vrai, c'est une déclaration très forte. Je suis d'accord presque sur tout, sauf sur la dernière phrase. Si la Chine n'avait pas confiné, personne n'aurait osé confiner. J'en doute, parce qu'il y a beaucoup de choses que la Chine a osé de faire toute seule, que d'autres n'ont pas osé faire. Donc, c'est que les autres, ils étaient prêts à confiner. Ça, c'est mon opinion, hein, mais ça n'est qu'une opinion. Merci pour cet extrait. Bravo, bravo. Y a-t-il d'autres choses à dire avant de lancer le sujet du jour? Alors oui, moi j'ai peut-être un mot à dire. C'est sur deux choses à dire. Premièrement, M. Castex, que nous connaissons tous, a dit qu'il faudrait probablement une troisième série de coups spi, on va l'appeler comme ça, pour aller contre le fameux variant Delta. Voilà, parce que pour la simple raison que nos défenses immunitaires sont en déficit. Fermez les guillemets, fin de citation. Or, les défenses immunitaires, elles sont probablement en déficit à cause de la vaccination. Donc, dire que la vaccination va faire monter les défenses immunitaires, c'est une contre-vérité, une invention, une théorie, quelque chose sorti du chapeau, encore une fois. Donc, c'est très, très, très douteux. C'est encore un peu de n'importe quoi qui vient s'ajouter à la liste que donnait à l'instant Éric Zemmour. Voilà, et la deuxième chose que j'ai envie de dire, sans rapport avec la précédente, mais quand même toujours avec ce que nous vivons, c'est le cas des fameuses discothèques, autrement appelées boîtes de nuit, dont je rappelle qu'elles sont à nouveau ouvertes depuis le 1er juillet avec des conditions assez serrées, c'est-à-dire que les personnes n'ont plus le droit qu'à 70% de la jauge, c'est-à-dire de la contenance maximum autorisé dans une boîte de nuit, eh ben, ils ne sont qu'à 70%. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'amuser, mais la porte leur sera fermée à 70% de la contenance préétablie auprès des autorités publiques, évidemment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec 100% de leur charge, les commerçants qui tiennent ces établissements devront ne récolter que 70% de leur chiffre d'affaires. C'est évidemment une équation mortifère. Hein. Ça veut dire qu'à terme, leurs affaires vont péricliter. Donc, qu'ont-ils choisi de faire? Ils ont choisi de refuser cette proposition d'ouverture à minima, on va dire, pour continuer de rester fermés. Et avant, ils touchaient quelque chose pour cette fermeture obligatoire. Maintenant,
très clairement, l'État leur offre une alternative qui ne se discute pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix entre continuer avec l'ancien système et se lancer dans le nouveau que je viens d'évoquer. Non, non. Là, ils se mettent en infraction, enfin en infraction avec leurs intérêts surtout, hein, en disant ben, non, non, on n'ouvre pas. On fait zéro chiffre d'affaires, les charges à minima également, et on ne se rendra pas complice de cette dictature sanitaire. Je crois que c'est ça le message de fond. C'est pas neutre, c'est quelque chose de fort, c'est une profession, ils se connaissent tous entre eux, c'est professionnel, ils sont pas si nombreux que ça, sur une région, sur un département, ils se connaissent, et je crois ils ont tenu un langage commun, et bravo à eux pour avoir eu le cran de dire, bah, je gagnais de l'argent sans rien faire jusqu'à maintenant je vais plus gagner d'argent, mais je refuse de travailler à 70% de ma marge, mon chiffre d'affaires, compte tenu que les charges courent. Voilà, je crois que là, on est véritablement sur un cas pratique qui va être à suivre, peut-être emblématique de futurs, comment dirais-je, de futurs départs de feu, si je peux m'exprimer ainsi, sociaux. On verra bien comment les choses évoluent. On vous tiendra au courant. Voilà pour l'actualité, ce que moi j'en ai retenu, parmi 1000 choses évidemment, mais on essaye de ne pas se répéter et de sortir des choses qui ont du sens et qui font sens aux personnes. Alors moi, ce que je vais laisser Sylvain introduire donc le sujet du jour, et après évidemment on rebondira tous les trois sur le sujet. À toi Sylvain. C'est parti pour le sujet du jour. Merci Philippe. Tous les vendredis soirs à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Aujourd'hui, nous sommes pistés de deux manières principales. Tout d'abord par des services commerciaux avec les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, qui appliquent un modèle que certains nomment le capitalisme de la surveillance. En d'autres termes, leur but est de récolter un maximum de données sur les utilisateurs afin de les profiler et de délivrer ces informations aux véritables clients de ces agences qui sont les annonceurs publicitaires. Le second niveau de surveillance est celui confirmé par les révélations d'Edward Snowden en juin 2013, qui démontre que la NSA et ses alliés tentent de surveiller chaque individu sur la planète. Cette surveillance se fait par le biais de communications téléphoniques et par les connexions Internet. En France, la loi sur le renseignement ne fait que confirmer cette deuxième tendance puisqu'il est désormais possible et légal d'écouter des pans entiers de communication. Le prétexte évoqué est la lutte contre le terrorisme, mais il ne faut pas oublier que c'est en bonne partie pour faire de l'intelligence économique en vue de favoriser les sociétés américaines face à leurs concurrents européens par exemple. Une société sous surveillance, c'est le point de départ pour un État policier. Des philosophes se sont déjà penchés sur cette réalité, à l'image de Foucault et son ouvrage « Surveiller et punir ». Il décrit une société panoptique similaire à cette prison dans laquelle une architecture panoptique permet à un seul gardien de surveiller tout le monde et en permanence. Et cette omnisurveillance instaure une prison dans l'esprit des gens qui vont naturellement s'interdire de faire un certain nombre de choses. Le sujet de ce vendredi 9 juillet, société sous surveillance ou surveillance de société. Wow, joli palindrome, comme on disait autrefois. Alors bien sûr, on peut partir dans tous les sens par rapport à ce sujet-là. Je ne sais pas si Bruno veut dire quelque chose, a un plan en tête. Moi, je ferais plus volontiers du rebond sur ce que Bruno a à dire. Et puis ensuite, quand on sera chaud, on se renverra la balle. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Oui, Philippe, de toute façon, il y a un grand paradoxe qui n'est toujours pas résolu, en fait, hein. C'est la contradiction entre faut-il protéger les citoyens donc par de la surveillance ou faut-il les surveiller pour les protéger? Ou faut-il les surveiller pour que ça profite à des gouvernants qui veulent tout contrôler? Le problème, c'est que, par exemple, vous avez des caméras de surveillance dans les villes. Alors, il y a des personnes qui disent c'est bien parce que ça lutte contre la criminalité, donc ça protège les citoyens. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont dire ah oui, mais ça permet de fliquer tout le monde. Ça permet, notamment avec la reconnaissance faciale, de surveiller toute la population. Alors, où est la limite? Où est la limite? Alors, on n'a pas trouvé encore vraiment la limite. Mais en fait, le problème, c'est que c'est toujours la même chose. C'est que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres.
Et dans une société où normalement on est dans un monde qui devrait être démocratique et libre, eh bien, ce n'est pas toujours très agréable de savoir qu'on est pisté en permanence et qu'on va tout savoir d'un individu, que ce soit par sa carte vitale, par ses cartes bancaires, ou en étant filmé n'importe où et n'importe comment. Ça devient limite dictatorial. L'exemple le pire étant ce qui se passe actuellement en Chine, où chaque individu est coté vis-à-vis de ses actions grâce à la reconnaissance faciale, etc., etc. Donc, on arrive pratiquement à la réalisation de ce qui a été écrit dans les livres Le meilleur des mondes de 1984. Alors, le problème, c'est que certains vont dire, oui, mais si on n'a pas eu un minimum de surveillance et de renseignement, eh bien, la criminalité va s'en donner à cœur joie. Le problème, c'est que la criminalité, elle s'en donne déjà à cœur joie. Elle le faisait déjà avant. Donc, l'argument et l'excuse du terrorisme, de la criminalité, a été largement et excessivement utilisé. Je peux parler du problème, par exemple, de ceux qui veulent supprimer l'argent liquide ou des contrôles excessifs bancaires, ou par exemple, quand on veut retirer son propre argent, au-delà d'une certaine somme, il faut attendre 2 ou 3 jours et il faut justifier pourquoi on veut retirer son propre argent. Donc ça devient complètement inadmissible, surtout qu'à des niveaux beaucoup plus élevés, quand il s'agit de milliards, eh bien, on ne demande pas ça, c'est bizarre. Et de même, contrôler la population, surveiller la population, filmer la population, ok, mais alors pourquoi on ne filme pas tous les politiciens et tous les gens qui nous gouvernent 24 heures sur 24? Pourquoi les conseils de ministres? Pourquoi les conseils de défense? Pourquoi toutes les réunions de commissions internes au gouvernement ne sont pas en permanence diffusées et filmées? Bien sûr, il y a la chaîne parlementaire. Bon, on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais on ne voit pas les réunions qui se passent par derrière, on ne voit pas les lobbies qui interviennent sur certaines personnes, etc., etc. Nous, au CNT, ce qu'on veut, c'est que les commissions de gouvernement qui remplaceront les ministères dans le futur soient entièrement publiques, filmées et télévisées. C'est-à-dire que toutes les réunions seront connues par le peuple en temps réel. Et ça, c'est la vraie transparence. Parce que on ne peut pas accepter dans un pays comme la France que la transparence existe pour les uns et pas pour les autres. Donc, c'est vrai que les policiers vont nous dire, oui, mais il faut un minimum de surveillance, etc. Mais un minimum de surveillance, il y a des limites qu'on doit respecter, les limites de la vie privée. Donc, c'est vrai que le débat n'est pas tranché parce que où sont les limites? Où sont les limites? C'est la question qu'on peut se poser. Et donc, Philippe, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même le débat principal qui secoue la société déjà depuis un moment. Hein. Oui, absolument. C'est-à-dire les capacités d'investigation, les capacités d'utilisation de l'information. On pourrait parler de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, qui est moribonde, puisqu'elle a encore, je crois, autorisé récemment l'administration à donner les noms des gens qui sont vaccinés ou pas vaccinés. Enfin, c'est des choses totalement qui vont à l'encontre de la liberté individuelle et du secret médical. Donc la CNIL est moribonde dans les fonctions telles qu'elles avaient été définies à son origine. Bien sûr que les limites, ça fait partie de ce qu'il va falloir redéfinir, mais je dirais aussi la méthode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout misé sur la vidéo, on a tout misé sur le suivi électronique et on n'a plus rien mis sur ce qu'on appelle maintenant le présentiel, c'est-à-dire la présence physique de personnes chargées, effectivement, de maintenir la sécurité dans les rues, etc. Voilà, il n'y a plus personne, il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus de gendarmes au carrefour, tout ça a disparu au profit d'une surveillance globalisée, rendue très discrète, dont on ne se rend pas compte, mais qui ne sert que quelques algorithmes qui sont censés détecter qu'est-ce qui ne va pas dans une rue, qu'est-ce qui ne va pas dans un compte bancaire, etc. Ce sont des algorithmes qui prennent le relais des alarmes et qui lancent les alarmes. Et ce sont ensuite des êtres humains qui prennent des décisions
j'allais presque dire à l'aveugle, parce que même s'ils ont des écrans de télé devant eux en pagaille, ce qu'ils voient ne fait pas de sens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de dire s'il s'agit d'une intervention légale ou pas légale, s'il s'agit de personnes de mauvaises intentions ou pas de mauvaises intentions, s'il s'agit d'un accident ou d'un meurtre. Bref, ils n'ont pas toutes ces capacités d'analyse-là. Il va bien falloir projeter sur zone, comme on dit, hein, sur l'endroit des faits. Il va bien falloir envoyer du monde, que ce soit la police, que ce soit les gendarmes ou autres personnes. Alors, société de surveillance, moi, ça me fait penser que justement, il existait, et il existe encore d'ailleurs, des sociétés dites de surveillance. Elles font quoi? Elles ont des vidéos, effectivement. On ne va pas citer le nom de ces sociétés, mais je les connais bien pour les avoir fréquentées de près. Et elles surveillent et elles font l'intervention. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'intervention sur zone pour aller ce qu'on appelle lever un doute, c'est-à-dire tiens, il y a un problème à cet endroit-là où il faut qu'on aille lever un doute. Alors de deux choses l'une, soit on appelle au téléphone un voisin en lui disant monsieur, vous êtes inscrit sur nos tablettes, est-ce que ça ne vous ennuierait pas d'aller vérifier qu'au coin de la rue là-bas, là, il se passe des choses pas normales. Ça, c'est une première approche. Ça existe. Les sociétés de surveillance, les compagnies, hein, là, il n'y a pas de jeu de mots dans le mot société, c'est pas la société politique, hein, ce sont des entreprises dites de sociétés de surveillance, c'est leur nom, elles s'appellent comme ça. Donc passe par ce genre de subterfuge pour obtenir plus d'informations pertinentes par rapport à l'événement qui a réveillé un algorithme ou une caméra ou que sais-je encore. Donc voilà, donc ça c'est l'intervention. Et quand il y a présence permanente de personnes physiques qui font partie des corps constitués, en l'occurrence gendarmerie, police, eh bien, normalement, jusqu'à maintenant, dans les civilisations précédentes, ça suffisait, avec des gros guillemets, pour entretenir la paix sociale. Il n'y avait pas de souci. On ne se posait pas à l'époque, au début du XXe siècle, on ne se posait pas la question de se dire on ne peut absolument pas surveiller New York ou Paris parce qu'on n'a pas les caméras. On pouvait pas dire ça parce qu'on savait même pas qu'un jour les caméras serviraient à surveiller. Et maintenant, on a basculé dans le paradigme inverse, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus que la vidéo pour surveiller des rues, pour surveiller des êtres humains, pour surveiller des manifestations, pour prendre des photos, pour fliquer, c'est-à-dire prendre des informations, mais qui ne sont pas forcément pertinentes. En revanche, elles sont maintenues en stock et elles sont réutilisées, contrairement à ce qui avait été prévu dans la loi française au travers de la CNIL, qui donnait un certain temps pour utiliser ces images. Et tout ça a disparu. C'est-à-dire que le contre-pouvoir, en quelque sorte, de cette insécurité, eh bien, il n'existe plus. Donc, on n'est plus que dans l'insécurité, on n'est plus que dans la surveillance et on n'est plus que dans la punition, selon le titre de Michel Foucault, qui a fort bien cité tout à l'heure Sylvain, surveiller et punir. Donc, on est dans une société qui surveille et qui punit. Donc, on est arrivé à 1984, que Bruno, tu citais également, et on est plus dans la surveillance et la punition, et je dirais à moindre frais et avec beaucoup plus d'injustice qu'avant, car encore une fois, les moyens de vérifier ce qui s'est passé par vidéo, c'est pas simple. On a des images, on n'a pas forcément le son, il manque des éléments, et on va prendre des décisions importantes par rapport à ce qu'on a vu sur une caméra. Voilà. Et puis moi, je constate à un niveau tout à fait personnel, dans la rue, hein, chez moi, en bas de chez moi, qu'il y a des infractions qui sont assez rapidement prises en compte, avec des automates, avec tout ce qu'on veut, et puis d'autres, pas du tout. Ah ben, je peux vous assurer, il y a des quartiers que je connais où vous pouvez faire demi-tour avec la ligne blanche au milieu, vous pouvez traverser la ligne blanche pour aller à la station-service en face. Je n'ai jamais vu ni un flash, ni quelqu'un qui se fasse arrêter par la police à cause de ça, à cet endroit précis. Alors pourquoi? Parce que c'est peut-être une zone de recouvrement entre deux communes qui justement se renvoie la responsabilité de la sécurité à toi, à moi, à toi, à moi. Donc là, les bandits peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est assez amusant d'ailleurs. Alors, quand je dis les bandits, je me comprends, hein, c'est-à-dire des gens comme vous et moi qui ont envie de franchir une ligne blanche en voiture, s'ils en ont envie. Mais là, bizarrement, il y a une sorte de creux, comme si la caméra passait pas à cet endroit-là, ce qui est totalement faux, puisqu'il y a une magnifique caméra dôme qui balaye tout le quartier, et en particulier cet endroit-là. Donc, ils ont forcément les images de ce que vous avez fait de mal il y a 15 jours, 3 semaines, 1 an, 3 ans en arrière. Ils peuvent vous les ressortir à tout moment. Et sur un dossier à charge, ils peuvent vous dire, bah, monsieur, on vous accuse de ça. Plus, regardez, c'est vous sur la photo, là, c'était en 1999. Ah oui, d'accord. Puis là, c'était en 2005, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils ont la conservation de toutes les infractions que vous avez pu commettre avec votre automobile, et ils la gardent au chaud pour le jour où ils en auront besoin contre vous, pour faire simple et vite.
Donc, ça devient un outil de coercition. Il n'y a pas d'oubli, c'est-à-dire que contrairement à ce qui est dit dans la CNIL, toutes les choses qui ont été enregistrées peuvent être retenues contre vous. Et donc, on n'est plus que dans la punition, c'est-à-dire que nous sommes tous des punis en suspens et non pas des gens qui croient avoir échappé à la vision de leur infraction. Ça, c'est du rêve, ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est-à-dire que la moindre des infractions, elle est prise. Par contre, elle est punie ou elle n'est pas punie selon les circonstances. Et il y a des circonstances où elle n'est jamais punie. Et puis il y a des circonstances, si vous mordez la ligne, boum, vous êtes puni. Alors ça, c'est deux poids, deux mesures. Quels sont les critères de sélection? On ne sait pas. Donc voilà, donc c'est un monstre aveugle qui avance et qui met des coups à gauche, à droite, avec une notion de justice très, 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 très relative, pour pas dire nulle, et surtout une notion de sécurité qui n'intéresse que ceux qui nous gouvernent. Mais ceux qui sont gouvernés et qui ont besoin de sécurité pour rentrer tard le soir chez eux, pour un tas de raisons, on a tous besoin d'être en sécurité, eh bien, ne voient plus personne. Vous pouvez crier au secours en pleine rue à 11 heures du soir, personne ne viendra, et surtout pas la police, etc., etc., etc. Donc, aujourd'hui, tout a été basculé vers des fonctions de surveillance, punition. C'est comme ça que je ressens les choses. Et les sociétés de surveillance, ben, elles sont les sous-traitantes. Elles sont les sous-traitantes de l'administration française qui a besoin d'informations et qui va les chercher dans ces sociétés-là, qui sont des sociétés privées. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le droit dû aux citoyens dans le cadre de leur déambulation dans la ville, c'est géré par des sociétés privées qui ont des missions, qui ont des devoirs, et qui n'entendent rien. C'est quand on leur explique les circonstances atténuantes, ne veulent rien savoir, et elles remontent tout ça à l'administration, qui elle-même est un monstre froid et qui va vous traiter comme un cas parmi d'autres, mais qui ne va plus tenir compte de votre humanité. Donc, la surveillance devient une sorte de déshumanisation, en l'occurrence, que je voulais dire. Et puis donc, on pourra enchaîner sur surveillance de société. Oui, la surveillance de société, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un programme. Le gouvernement a décidé de nous envoyer vers un modèle de société qui est celui-ci et pas un autre. Nous sommes au courant ou nous ne sommes pas au courant, mais on commence à en sentir justement les effets, on commence à voir quelle direction ça prend. Et là, on est sur une surveillance de société. C'est-à-dire qu'on surveille que la société va bien dans le sens que les politiciens ont choisi. Et pour faire de la surveillance de société, on a besoin des sociétés de surveillance. Voilà, je fais une pirouette, mais c'est un petit peu ça l'idée, quoi. Si vous avez des choses à rajouter sur ce que je viens de dire, avec plaisir. Je vais rajouter quelque chose sur un point bien particulier, c'est le système bancaire. Normalement, il ne devrait pas y avoir deux poids et deux mesures. On se sert souvent, quand je dis on, ce sont les gens qui nous gouvernent, se servent souvent des excuses comme le terrorisme et la lutte contre le banditisme pour imposer des mesures complètement démoniaques et complètement stupides. Par exemple, je reviens sur la notion d'argent liquide. Il y a un certain nombre de personnes qui voudraient que l'argent liquide disparaisse. Alors, soi-disant pour lutter contre la corruption, pour lutter contre la criminalité, etc., etc. Mais c'est un argument complètement faux, complètement bidon. C'est simplement pour pouvoir mieux surveiller les gens, simplement pour pouvoir mieux contrôler la population, parce que l'argent liquide, lui, il échappe à tout contrôle. Et j'en veux pour preuve que la plupart des grandes organisations criminelles passent par-dessus tous ces systèmes. Ils se servent parfaitement des techniques d'argent virtuel. Ils se servent complètement des prêts. Par exemple, je peux citer un des terroristes qui a commis un attentat en France il y a quelques années, qui avait financé l'achat de sa Kalachnikov avec un prêt à la consommation. Donc, ça fait doucement rigoler la notion d'argent liquide ou pas argent liquide. Et puis, il faut savoir que les plus grandes organisations criminelles sont souvent propriétaires déjà de leur propre banque dans certains pays. Donc, ils brassent des milliards et des milliards et ils rigolent bien quand ils voient que le citoyen de base va être ennuyé parce qu'il a besoin de retirer 1500 euros ou le distributeur ne marche pas ou c'est limité à 500 euros ou alors il faut attendre 4 jours pour que la banque accepte de vous donner votre propre argent. Donc là, si on parle d'atteinte à la liberté, eh bien, on est en plein dedans.
Et donc, il y a bien deux poids et deux mesures. Parce que les valises de billets entre diplomates, les valises diplomatiques, les transferts de fonds occultes des partis politiques, etc., ça continue d'exister. Et pas uniquement dans des républiques bananières, mais dans des pays bien européens, hein. Il suffit de regarder toutes les casseroles qui sont derrière le dos de pas mal de nos politiciens actuels et passés, et notamment de certains qui sont actuellement au gouvernement. Il suffirait de faire la liste de tous les problèmes que certains ont eus pour s'apercevoir qu'il ne reste pas grand monde de bien clair et de bien honnête. Donc, le système bancaire, c'est vraiment l'exemple typique de fausse sécurité et de fausses, je dirais, de fausses excuses pour contrôler les gens, pour contrôler la population. Savoir qu'on n'est même plus libre d'utiliser son propre argent pour faire ce qu'on veut, c'est absolument inadmissible. Et tout ça vient d'un système qui a été créé, qui a été mis en place par des normes qui ont été ouvertes par la BRI, hein, la Banque des règlements internationaux, qui contrôle toutes les banques mondiales, qui elle-même est contrôlée par la Fed, qui elle-même appartient à des banquiers privés qui ont le pouvoir exorbitant de créer de la monnaie, alors que ce sont les gouvernements qui devraient pouvoir le faire. Donc, on est dans un système complètement biaisé, complètement faussé, où on nous raconte des salades en permanence. Voilà ce que je voulais dire déjà à ce niveau-là sur la sécurité soi-disant du système bancaire. Alors, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Philippe, là-dessus, mais… Ben, on peut faire la synthèse des deux. Effectivement, la sécurité bancaire, elle n'est valable que pour ces messieurs. Nous, on n'a juste pas de sécurité du tout, puisque la fameuse loi que tout le monde cite, par laquelle on est couvert jusqu'à 150 000 euros les uns et les autres si jamais notre banque fait faillite et qu'on a des encours de ce montant-là. Même pas, c'est 100 000, hein, 100 000. Ah, c'est passé à 100 000, d'accord. Et tout ça est évidemment illusoire, puisque cette cagnotte, effectivement, elle existe. Mais elle est de l'ordre, je crois, de 2 milliards, en ce qui concerne la France en tout cas, alors que les actifs en banque sont de l'ordre de 2000 milliards, quoi. Donc, on est à 1 pour 1000. C'est-à-dire qu'il va forcément y avoir des gens qui vont être déçus quand ils vont vouloir récupérer leur argent. Donc, cette cagnotte, elle est vide, elle n'est pas suffisamment pleine en tout cas. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'il faut savoir anticiper, qu'il faut savoir comprendre. Donc dire que notre sécurité à nous, notre sûreté n'est pas du tout garantie, hein, absolument. Et dire aussi que ben il y a une notion de surveillance qui devient d'autant plus grande pour nous, enfin pour nous simples citoyens, que nos gouvernants et ceux qui sont au-dessus mettent en œuvre une surveillance d'autant plus accrue et un contrôle, j'ai envie de dire un contrôle, c'est-à-dire qu'on nous contrôle avec le contrôle pass sanitaire, on nous contrôle avec comment appelle-t-on ça, les passeports, on nous contrôle à tout niveau, on nous contrôle au niveau bancaire, effectivement, désormais, on est totalement transparent vis-à-vis de ces organismes. Donc voilà, donc alors la question, quand on en parle avec l'homme de la rue, il dit ah oui, mais moi je m'en fiche hein, parce que j'ai rien à cacher. Ah oui, il n'y a rien à cacher, mais on a tout à perdre dans ce système-là qui nous poursuit, qui nous contrôle effectivement, qui est dangereux, qui n'obtient de sécurité que pour lui-même. Et pour nous, on n'a aucune sécurité. Je citais à l'instant le cas de la CNIL, Commission nationale d'informatique et liberté. C'est une institution qui doit dater des années 80, me semble-t-il. Je ne sais même pas si c'était pas Alain Peyrefitte qui l'avait, même avant la gauche, et qui avait pour une mission morale à haute teneur morale, qui consistait à garantir que justement les informations qui étaient conservées à titre électronique dans des machines, qui commençaient à effectivement devenir importantes, ces machines, eh bien ces informations, on avait le droit de les modifier, on avait le droit de demander leur effacement, on avait le droit de demander l'effacement de l'historique, on avait le droit de plein de droits qui nous garantissaient que ces machines n'allaient pas nous fliquer, nous piéger dans une logique de flicage. Et aujourd'hui, on est rendu à l'inverse de tout ça, à cause toujours de la même chose qui nous est tombée sur le coin du nez, c'est-à-dire cette urgence sanitaire, ces nécessités sanitaires qu'on nous oppose comme étant le motif à tous nos maux, en quelque sorte, et que si jamais, on n'accepte pas que telle ou telle, comment dirais-je, institution rentre sur mon dossier médical pour savoir si oui ou non j'ai été piqué, parce que c'est important, parce que si je ne le suis pas, il est important qu'on me fasse une pression pour que j'aille me faire
la COUSPI, à ce moment-là, voilà. Donc, si tout ça est très pervers et nous ne sommes plus libres et notre liberté individuelle, elle est bafouée. Donc, on n'entend plus parler de cette organisation qu'on appelait comment je l'appelais l'informatique et liberté, la CNIL. On n'en entend plus trop parler, et pour cause, elle est morte, non pas mort-née, parce qu'elle a vécu pendant très longtemps, mais elle est morte et en phase d'enterrement, quoi. Et personne n'en parle. Donc ça, c'est une disparition de liberté officielle. C'était une loi, c'est une loi. Et quand on voit comment maintenant, par un jeu de contre-loi ou d'autres décrets, etc., elle est vidée de son sens et de son intérêt pour nous. Par contre, ces messieurs, ils ont tous les moyens de nous surveiller. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à surveiller aujourd'hui? Qu'on va bien dans le sens de la société qu'ils veulent nous imposer. Et puis, ils se doutent bien qu'à un moment donné, ils risquent, je dis bien, ils risquent, y avoir des trois personnes qui ne sont pas forcément d'accord lorsqu'elles ont en perspective, lorsqu'elles ont compris ou lorsqu'elles imaginent l'endroit où nous allons. Et peut-être que ces personnes, elles ne seront pas d'accord et elles vont le faire savoir, comme les Gilets jaunes ont fait savoir un certain nombre de choses à un moment donné, et que ça va peut-être créer des émeutes. Donc l'important, c'est de pouvoir traiter ce que j'appelle moi les départs de feu sociaux, hein, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un embrasement quelque part, comme on voit ça dans certains pays, et qu'en France, tout soit bien sous contrôle. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que tout le monde accepte, enfin tout le monde non, mais 80% des personnes acceptent un certain nombre de choses, des contraintes auxquelles on aurait tourné le dos il y a seulement 3 ans en arrière, hein, mais que les gens finalement vont acceptent parce que c'est pour la santé publique, c'est pour ma santé, c'est aussi pour que je puisse accéder à la capacité à sortir de mon territoire grâce à un coup de tampon sur un pass. Euh, voilà, donc on est en train de négocier tout contre une COUSPI. Et voilà. Et on s'en poser la question de savoir ce qu'il y a dedans, parce qu'on est bien sûr persuadé que c'est bon pour nous, sans se poser la question de savoir pourquoi les statistiques sont pas très favorables aux résultats de cette COUSPI, comme l'a très bien exposé Monsieur Zemmour dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure. Il n'est pas le seul à le faire, il y a aussi des spécialistes qui en parlent. Mais quand c'est lui qui le dit, ça a l'air de porter plus loin. Donc il faut se poser la question, pourquoi est-ce que Monsieur Zemmour, qui n'est pas un médecin, a la capacité à développer une idée médicale à partir de statistiques très tout à fait pertinentes, alors que d'autres médecins, dès qu'ils ouvrent la bouche, sont traités de fous, de pénibles, de je ne sais quoi, et on leur coupe la parole. Donc ça, c'est la question qu'il faut se poser aussi. Parce qu'il nous reste une liberté quand même, il faut pas le nier, c'est celle de penser. Donc cette liberté, on essaye de la faire jouer à fond. Là, il y avait un chanteur qui disait, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ben, j'en suis moins sûr que lui, parce que peut-être que demain, on sera transformé en des objets mi-humains, mi-machines, qui feront que notre liberté de penser, peut-être, n'existera plus. Et peut-être que c'est lié justement à toute cette coercition, c'est-à-dire cette volonté de nous obliger à aller vers quelque chose que les gens ne veulent pas forcément. Et puis surtout, ils veulent pas que ce soit obligatoire, parce que ça, c'est pas légal, tout simplement, hein, encore pour l'instant. Bon, voilà, donc nos libertés sont en train de se rogner, et pour ça, on nous surveille, on nous met dans les cordes, si je puis dire, on nous met comme un corral dans lequel on met les vaches et les taureaux, et on emmène tout ce petit monde à l'abattoir. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et puis voilà, et on est surveillé de façon très mécanique, c'est-à-dire électronique en l'occurrence, par des algorithmes qui sont des choses mathématiques qui peuvent nous faire nous découvrir. C'est pour ça que moi, je parle de COUSPI et pas d'autre chose, pour éviter justement que ces algorithmes nous censurent ou mènent vers une censure. Voilà où nous en sommes. Donc voilà. Et puis l'idée que les politiciens, ce qu'évoquait tout à l'heure Bruno, c'était très juste, que les politiciens puissent être eux aussi surveillés, puisqu'après tout, ce sont eux qui font les lois. Alors, ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps, c'est sans parler des politiciens, il y a un point d'actualité récent, c'est celui du Festival de Cannes. Alors le Festival de Cannes, moi j'ai vu des photos, hein, c'est hallucinant, hein, de cette année, hein, pas d'il y a 15 ans. Hein. Alors tout le monde est sans masque. Dans la salle, tout le monde s'embrasse, c'est merveilleux.
Si vous voulez plus porter le masque, il faut aller au Festival de Cannes. Hein. C'est génial. Alors bon, alors effectivement, on sait tous que au Festival de Cannes, c'est là que se réunissent tout le gratin, tout le gotha, etc. Probablement, y a-t-il aussi des personnes qu'on ne voit pas au premier rang, mais qui sont présentes, qui font partie de ce qu'on appelle les gouvernements supérieurs, vous les appelez l'État profond, tout ce que vous voulez, et qui sont à l'origine de toutes les lois qu'on nous impose, et qui sont là pour s'amuser, tout simplement. Donc, ils veulent pas de masque, parce qu'ils savent très bien que ça sert pas à grand-chose, voire à rien du tout. Par contre, pour nous, c'est obligatoire. Hein. Bah oui, si vous respectez pas l'espace social, là, vous risquez carrément l'amende. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est pour notre bien, en plus. Hein. Alors on ressemble à des pantins, on nous humilie, il n'y a pas d'autre terme, dans les places publiques et privées. On a l'air de guignols, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on donne l'impression que cette surveillance, elle nous soit en nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on sache en nous-mêmes que de toute manière, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on est surveillé, on sera contrôlé et on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Là, Philippe, voilà. je voulais juste donner une Oui. petite anecdote par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Le citoyen moyen de base qui dit « moi, je n'ai rien à cacher ». Oui. Imaginons ce même citoyen se baladant à poil dans la rue. À moins d'être naturiste et d'aller dans un camp de naturistes, est-ce que ce même citoyen aimerait se balader à poil dans la rue au vu et au su de tout le monde? Je pose la question. C'est à peu près la même chose qui se passe avec tous les systèmes qui nous contrôlent et qui nous vérifient. Ça va de la carte bancaire au chéquier, en passant par les caméras qui nous surveillent, en passant par les radars embarqués dans les voitures, en passant par les numéros de sécurité sociale, les fichiers qui sont croisés, parce que contrairement à ce qui est dit, et comme tu disais tout à l'heure, les fichiers sont croisés. On peut maintenant aller consulter sur Internet sa déclaration d'impôt en mettant son numéro de sécu. Il y a un système, il y a un fichier national qui permet de faire ça. Donc, ça veut dire que les fichiers sont déjà croisés. Donc, je répète, est-ce que les citoyens moyens qui disent « je n'ai rien à cacher » aimeraient se balader à poil dans la rue? Voilà la question que je te pose. Ouais, on va essayer de faire un peu de psychologie par rapport à cette remarque. Il y a ceux qui disent ça par dépit ou par défi plutôt, par défi. J'ai rien à cacher, qui viennent, je les attends, quoi. C'est un peu ça l'idée. Hein. Et j'ai jamais eu de PV et je dépasse jamais le 50 km/h dans les rues de mon village, etc. Les vrais vertueux défiants, quoi. Hein. Il y a cette catégorie-là, je pense pas que ce soit la plus nombreuse. Et puis il y a d'autres aussi personnes qui sont sincères, qui disent mais moi j'ai jamais eu rien à cacher, qu'ils me prennent s'ils le veulent. Maintenant, s'ils le veulent, oui, ils vont me prendre quand même, parce que j'ai rien caché, mais j'ai fait 157 infractions à la loi depuis ce matin, sans m'en rendre compte. Et c'est ce qu'ils viennent de m'expliquer. Donc voilà. Et en plus, j'accumule depuis des années tant d'infractions que je savais même pas que je les avais commises. Quoi. Voilà. Donc effectivement, on n'a rien à cacher. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas un oubli des infractions pour que justement on garantisse aux citoyens qu'il ne va pas être rattrapé par la patrouille pour des faits qu'il a commis il y a 10 ans en arrière, parce que là on en est là. Hein. La fameuse prescription, alors elle ne vaut que pour les politiciens, mais pour nous elle ne vaut pas. Hein. Voilà, donc on risque de se trouver. Et là il tape où? Il tape toujours au même endroit, il tape au porte-monnaie. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu que vous avez depuis 10 ans dépensé pour je sais pas combien de milliers d'euros d'infraction, eh ben, vous allez devoir payer. Hein, voilà. On est con et vaincu à la fois. On est con et vaincu. Et alors, voilà. Donc, ce que je veux dire, il y a une troisième catégorie de personnes qui disent je n'ai rien à cacher, sous-entendu, je ne suis pas de ce monde-là. C'est-à-dire que moi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent me noyauter, ils peuvent me machin. D'abord, j'ai pas de sous. Deux, je suis un homme ou une femme libre. Je suis locataire, je voyage où je veux, etc. Et je vis à l'intérieur de moi-même. Je suis dans la spiritualité, je suis dans l'extension de conscience, enfin des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc, je suis pas concerné par ce monde qui est en train de devenir autre chose que le monde idéal dans lequel j'aurais aimé naître. Voilà. Donc, j'abandonne. Je m'abandonne, je fais sécession de ce monde-là et je deviens autrement, ailleurs, autre chose. Et ça, c'est peut-être l'avenir. Hein. C'est peut-être comme ça qu'il faut réagir. Alors, CNT, on essaie de réagir sur un plan plus terre à terre, plus 3D, plus politique. Disons les choses. Hein. La politique, c'est vivre ensemble, même si nous n'avons pas de parti politique, si nous ne sommes pas de parti politique. Il s'agit bien de faire vivre ensemble les gens. Alors, qu'est-ce qu'on va nous laisser comme liberté pour faire tout ça? Je ne sais pas.
J'en ai aucune idée. La liberté déjà de parler, nous l'avons maintenant, pour l'instant encore. Peut-être que demain, on nous la supprimera, sous une forme ou sous une autre. Donc, surveillance, dans un premier temps, la surveillance garantit à ces messieurs qu'à tout moment, ils peuvent trouver contre nous des infractions qui datent de X temps en arrière, qui n'ont pas été effacées, dans le cadre justement de la disparition de la loi nationale et la CNIL, quoi, la Commission nationale information et informatique et liberté, pardon. Tout ça a basculé, mais à une vitesse affolante depuis qu'on est rentré dans ces fameuses mesures Covid, dont tu disais fort justement tout à l'heure, qu'elles ont remplacé en quelque sorte le terrorisme de la terreur, quoi, c'est-à-dire de la terreur du terrorisme. On avait peur des terroristes maintenant, alors c'est très étrange, on n'entend plus du tout parler de terrorisme. Alors on n'entend plus parler de grand-chose d'ailleurs, parce qu'on n'entend plus parler que de la Covid-19. Donc terrorisme exit. Demain, il y aura peut-être quoi, je ne sais pas, peut-être le changement climatique qui servira d'alibi pour nous interdire un tas de choses, pour nous faire peur sur un tas de raisons, et puis surtout pour nous faire nous manger entre nous, hein, c'est-à-dire faire en sorte que mon voisin, s'il n'a pas son masque, c'est un criminel, mon voisin, s'il n'est pas vacciné, c'est un criminel. Donc tout cet état de surveillance emmène vers ce que j'appelle moi la délation, c'est-à-dire qu'on devient automatiquement auxiliaire de police pour des sociétés privées ou publiques lorsqu'on décide de dénoncer une personne qui ne rentre pas dans ce qu'on nous dit à la télé, quoi, tout simplement. Et les personnes ont tellement peur quand elles font ce type de choses, elles sont sincères, elles ont sincèrement l'impression de rendre service au plus grand nombre et à elles-mêmes par voie de conséquent quand elles dénoncent une personne qui n'est pas dans les clous. Alors voilà, donc on nous dit à la télé qu'il faut absolument faire ceci ou cela, et cette personne qui va dénoncer se rendra même pas compte que ce qu'on dit à la télévision, c'est pas cohérent, comme le disait très bien encore une fois monsieur Zemmour tout à l'heure. Il y a des incohérences de partout. Servons-nous encore de ce qui nous reste de cervelle pour les mettre en avant et pour les opposer à nos gouvernants qui veulent absolument nous faire agir contre les lois les plus élémentaires qui datent de très longtemps et qui sont respectées depuis toujours. L'obligation vaccinale, non, c'est quelque chose qui est une sorte de on va dire, de mal absolu, quoi. Il faut qu'on puisse choisir la façon d'y rire. Il faut qu'on puisse étudier ce qui est dans la seringue. Il faut qu'on soit informé sur ce qu'il y a à l'intérieur, des produits qui sont à l'intérieur. Il faut qu'on puisse nous garantir qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et puis, tout simplement, il faut aussi qu'on puisse nous garantir que ce sont véritablement des vaccins. Or, aujourd'hui, tout porte à croire que ce n'en sont pas, mais plutôt des expériences médicales. Et moi, je n'ai pas envie de servir de cobaye, personnellement. Moi, j'ai encore vu des gens qui ne se remettaient pas de leur deuxième piqûre. Et c'était pas au bout du monde, hein. C'était en bas de chez moi, à côté de chez moi, et j'en ai eu plusieurs. Donc, ce sont des phénomènes qui se multiplient. Donc, il y a des effets secondaires dont on ne sait rien. Et en plus, les personnes qui ont mis ces produits en vente sur le marché, ne seront en aucune manière poursuivies, quels que soient les effets secondaires, parce que ce ne sont justement pas des vaccins et que c'est l'État français qui a fait appel à eux dans le cadre de l'urgence sanitaire, que dans ce cadre-là, la responsabilité tombe, car ce ne sont pas des vaccins. Donc, on est en train de se faire imposer des choses sur le plan médical, sur le plan juridique, sur le plan linguistique. Tout est en train de tourner à très grande vitesse. Et s'il n'y a pas des vigies comme le CNT, comme les modestes personnes que nous sommes, pour essayer de rétablir la vérité, pour essayer de donner du sens à tout ça, si nous ne sommes pas là, ben voilà, ça va partir à volo. Donc, on encourage toutes les personnes à venir nous écouter. Les thèmes ont l'air au départ un peu philosophiques, mais on s'aperçoit finalement qu'ils atterrissent toujours sur ce que nous vivons. Aujourd'hui, on est en plein dans l'actualité avec la surveillance. On est en plein dans l'actualité avec une société de surveillance ou avec une surveillance de société. Cette surveillance de société, je le redis, hein, pour info, c'est de faire en sorte de vérifier que l'ensemble des personnes qui font la société française ou américaine, peu importe, aillent bien dans la direction prévue par le pouvoir. Voilà, c'est ça la surveillance de société. Et ces directions-là, elles sont en train de rentrer dans des endroits très précis. Ça fait penser à un entonnoir, hein. Quand vous avez un tunnel, c'est bien, mais l'entonnoir, il vous conduit dans un endroit très précis et très fin. Et il faut qu'on passe par l'entonnoir. Voilà. Donc, est-ce qu'on veut tous passer par l'entonnoir? C'est la question qui est posée implicitement dans ce thème qui a été choisi judicieusement ce soir et que nous avons eu le plaisir de développer devant vous. Voilà, je laisse la parole. En tout cas, Philippe, tu parlais de la pandémie actuelle, mais je trouve que ce virus Covid, il est vraiment très fort et très malin parce que à lui tout seul, il a fait disparaître d'autres virus et d'autres microbes. C'est fou.
À lui tout seul, le Covid a fait disparaître les pneumonies, il a fait disparaître la grippe, il a fait disparaître les gastro. C'est marrant, il n'y a pas eu de grippe, il n'y a pas eu de gastro, il n'y a pas eu de pneumonie, il n'y a eu que le Covid. C'est étonnant, c'est curieux. Est-ce que je peux me permettre voilà, de dire il faudrait mettre ce Covid sous surveillance, qui serait dans notre thème du soir, pour qu'on sache qui il est, en fait, parce qu'en Exactement, fait, on ne l'a pas vu, hein, je crois. tout à fait. On sent que c'est le week-end qui arrive, hein. Il y a de la franche rigolade. Ah bah oui, Ça ça fait fait tendre un plaisir. peu. Mettre le Covid sous D'ailleurs, surveillance. je tenais à le souligner, hein, garder le sourire, c'est d'ailleurs faire acte de résistance. Absolument. Exactement. Bon, on a endormi personne, on peut continuer ou il nous reste un peu de temps? On est déjà- Ouais, il nous reste à peu près un petit quart d'heure, donc il n'y a aucun souci. voilà. Tout va bien. Société de surveillance. Bon, bon, je pense qu'on a déjà pas mal attaqué le sujet. Euh, dans le programme du CNT, que peu de gens ont lu, mais que je vais quand même remontrer, si vous avez une seconde. Voilà. Le programme du CNT. Tac. Alors, ça s'appelle Plan de sauvetage de la France. Les Français parlent au français. La transition. Vous m'entendez là? Éric parle justement de la notion de sécurité et de. Alors, pas de sûreté en l'occurrence, mais de sécurité, parce que les gens ont droit à la sécurité. Bien évidemment, quand on parle de sécurité, c'est la sécurité pour éviter de se faire couper la gorge quand on sort le soir de chez soi à 10 heures. Voilà, ça c'est la vraie sécurité. La sécurité, c'est quand le baron Haussmann, dans les années 1850, a décidé de mettre des grandes avenues dans Paris pour que Paris ne soit plus un coupe-gorge, justement, qu'il était à l'époque, hein, avant cette période. Donc il y a eu une baisse du taux de la criminalité, c'est certain. Il y a eu aussi parallèlement, comme la société s'enrichissait, il y a eu une augmentation de la richesse individuelle et il y a eu une diminution de la pauvreté. Ça peut paraître faux, mais en fait non. Pendant le Second Empire, il y a eu véritablement une diminution de la pauvreté. Donc voilà, donc tout ça allait dans le bon sens. Mais à l'époque, on avait de l'or, on avait des colonies, on avait un contexte économique différent d'aujourd'hui. Ça a été les années brillantes. Alors après, de 1870 à 1914, la France était un pays riche, clairement, hein. Et après la guerre de 14, était devenu un pays asservi au grand capital, etc. Donc, là où je voulais en venir, c'est que Éric Fiory avait parlé justement des notions de sécurité à laquelle chacun des Français a droit. Alors, il y a plusieurs volets dans la sécurité. Il y a la sécurité physique, il y a la sécurité que j'ai envie de dire financière. Je pense notamment à tout ce qui concerne l'héritage, tout ce qui concerne les droits de succession. Là aussi, les citoyens ont besoin de sécurité, c'est-à-dire de se dire que lorsque j'hériterai, ce dont je vais hériter sera incontestable et incontesté. Et ça, c'est le jeu. Ce jeu-là, il est tenu par la fonction notariale en France depuis l'Ancien Régime, d'ailleurs, hein. Et c'est plutôt quelque chose de bien, en tout cas d'envier dans certains pays, notamment les pays anglo-saxons, qui fonctionnent pas du tout de la même façon, qui fonctionnent avec des avocats. Et lorsque vous avez hérité, ben vous pouvez avoir des avocats qui viennent vous dire, ben, si on conteste votre héritage, quoi. D'accord, ok. Alors que l'acte notarié est d'une part relayé par un notaire qui est un agent d'État. Et ce notaire, il est assermenté et sa signature engage les choses. Voilà. Donc ça, c'est une sûreté, ça. C'est pas forcément une surveillance, mais c'est une sûreté. Et donc, ça, c'est le point important. Et puis, je voulais aussi dire que quand on parle de sûreté, c'est la sûreté de tout ce qui concerne nos biens propres. C'est-à-dire si je suis propriétaire, et j'ai le droit d'être propriétaire. La Révolution française a garanti la propriété, le droit d'en jouir et la sûreté. La sûreté, c'est quoi? C'est qu'on me garantisse que je ne vais pas être assailli par une horde de bandits qui vont vouloir venir piller mes meubles, mes couverts en argent, etc. Donc c'est ça la sûreté. Donc voilà. Donc c'était le contrat et qui existe dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein. Et ce que je voulais dire, c'est qu'au XIXe siècle, lorsque Proudhon dit la propriété, c'est le vol, bah, il fait voler en éclats la notion de sûreté également. C'est-à-dire que si jamais il a raison, bah, ceux qui ont de l'argent, qui ont des biens, enfin voilà, bah, il y a intérêt à ce qu'ils changent de pays, quoi. Bon voilà. Donc la notion de sûreté, c'était la notion de sûreté des biens. Et par extension, cette notion-là garantie par la police.
Donc la police, la sûreté, d'ailleurs, c'est presque, si c'était à une époque presque synonyme, quoi. Voilà pour le mot sûreté, à ne pas confondre avec le mot surveillance, voilà. Et donc, oui, ce que je voulais donc vous dire, c'est que c'était prévu dans le programme, vous trouverez une référence à la sécurité, sûreté, voilà, qui passe par la surveillance, pourquoi pas, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'Éric ne dit pas, il faut renforcer les sociétés de surveillance. Il dit en creux, sans le dire, hein, donc, qu'il convient de renforcer la présence de gens qui rassurent et qui rassurent les citoyens moyens et qui dissuade des bandits de venir se promener. C'était les patrouilles, c'était les gendarmes qui faisaient leur patrouille il n'y a pas bien longtemps. Encore, maintenant, tout ça a disparu. Et cette fonction de la gendarmerie, elle a relativement disparu, sauf dans les campagnes où les gendarmes ont une mission essentielle de renseignement, justement. Et ils sont devenus des missionnaires pour le renseignement. Voilà, ça fait partie c'est l'essentiel de leur mission. Et bien entendu, ils interviennent chaque fois que c'est nécessaire lorsqu'il y a des accidents, des incidents, tout ce qui est du droit civil et qui relève du droit. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est flagrant que dans le temps, on parlait des gardiens de la paix et maintenant, on Oui. ne parle plus que de forces de l'ordre. Donc, c'est beaucoup moins agréable. Exactement. Donc les mots ont un sens et quand les vents tournent, le sens se tourne aussi. Effectivement, bonne remarque. Bonne remarque. Donc voilà, et tout ça, ça débraye de plus en plus les corps constitués de la population. C'est-à-dire que de plus en plus, nous ne sommes plus, des gens protégés par la gendarmerie, mais nous sommes de plus en plus des gens qui sont de moins en moins des gens surveillés par la gendarmerie. On est passé de la protection à la surveillance. Et c'était le sujet de ce soir. Bon, voilà, là, on a bouclé en quelque sorte un sujet important, hein, la différence entre la surveillance et la sécurité et l'assistance, etc. Oui. Et je crois que dans le programme du CNT, on aura des éco-villages, on aura des villages qui respectent la population, qui respectent l'écologie, et on verra revenir des gardes champêtres et des juges de paix au niveau local, et tous les conflits se régleront bien mieux qu'actuellement. Voilà. Absolument, c'est-à-dire qu'il a existé dans le passé des solutions de vivre ensemble qui étaient probablement de très bonnes solutions et qui n'ont pas dit leur dernier mot. Alors dire qu'on ne peut pas faire aujourd'hui ce qu'on faisait hier parce que tout a changé, etc. Ouais, qu'est-ce qui a changé? Les hommes sont toujours les hommes. Bon, effectivement, il y a Internet, effectivement, il y a les vitesses de déplacement qui ont changé. Il y a effectivement la télésurveillance, ça oui, ça a changé. Voilà, mais qu'est-ce qui a changé d'autre? Non, le vivre ensemble, c'est une harmonie, il suffit de le déclarer. Et chaque fois qu'on crée des bonnes lois, qu'on crée des bonnes articulations dans des arrêtés ou des lois, eh bien, ça se sent. Et la population le ressent et dit, ah bah ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis d'accord. On entend quelquefois ça, de plus en plus rarement, malheureusement. Mais quand on entend, par exemple, demain, on pourra assister à tous les débats de l'Assemblée nationale, à tous les jours, à toutes les heures de la nuit, les gens disent, ça, c'est bien. Moi, je vais pouvoir calmer mes insomnies et puis écouter ce qu'ils se disent. Malheureusement, il se dit plus grand-chose d'intéressant dans l'Assemblée nationale parce que tout se passe ailleurs. Mais ça, on ne nous le dit pas, ça. Voilà, donc ils votent. Alors effectivement, ils votent. Ouais. Donc voilà, donc les choses évoluent, mais je pense que en matière d'organisation humaine, il n'y a pas tant de solutions que ça. Et en tout cas, s'il y en a de nombreuses, elles ont déjà été toutes vues. Et moi, je voudrais mettre l'accent sur ce qu'il y a d'original au sein du CNT. Au sein du CNT, c'est faire en sorte de mettre fin à la corruption grâce à un programme extrêmement précis qui va s'exécuter dans un temps court. Donc là, on n'a plus de place on n'a plus le temps d'aller voir les gens pour leur dire on vous donne temps si vous faites plutôt l'inverse, etc. Bon. Et puis deuxième point, on n'a plus besoin des représentants. Donc ça, c'est des points extrêmement forts et qui nous permettent d'avancer. Et c'est des choses qui n'ont jamais été faites jusqu'à maintenant. Voilà. Donc il reste plus qu'à trouver l'angle pour le faire. Alors évidemment, on est tout à fait conscient que c'est pas demain la veille ou que peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais qu'en sait-on?
quand on a pris la peine, comme c'est le cas d'Éric, de monter un tel montage intellectuel et politicien et politique, pardon, et que derrière, c'est suivi par un tas de gens qui y croient parce que tout simplement ils pensent que c'est très bien. Eh ben, et un jour ou l'autre, ça arrivera. Et un jour ou l'autre, on aura la chance des suffrages des uns et des autres et qui nous rejoindront. Rien n'est plus fort qu'une idée qui arrive à son terme. Voilà, je crois que c'est ça. Aujourd'hui, notre idée, elle est un petit peu marginale, mais demain, elle sera générale, j'espère. Très bien, merci Philippe. Nous vous retrouverons lundi à partir de 20h30. Merci, excellente soirée. Le Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr.